qui rentrent. Pendant ce temps, je vais appeler donc Sonia André, donc de l'INSERM, Université de Paris-Cité, qui va nous parler du rôle de l'épisode initial, immunodéficience et Covid long. Donc voilà. Donc 10 minutes. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Sonia André. Je fais partie de l'équipe du Dr Jérôme Essaquier et aujourd'hui je vais vous parler de nos travaux de recherche qui portent sur le rôle de l'épisode initial en lien avec l'immunodéficience et le Covid long. Alors, de manière générale, en phase aiguë, la Covid-19 est caractérisée par une inflammation, une réponse interféron altérée, ainsi qu'une lymphopénie. Plusieurs études ont démontré qu'une diminution de la réponse CH1 associée à une lymphopénie était associée à une sévérité de la pathologie. En effet, sur une étude réalisée dans notre laboratoire sur une cohorte de 41 patients, composée de 11 patients en réanimation et 30 patients en non-réanimation, nous pouvons observer que chez les patients les plus gravement atteints, donc ceux qui sont à gauche, en réa, sont ceux qui présentent un taux de CD4 le plus faible. Cette observation n'est pas sans rappeler d'autres pathologies, comme le cas du VIH, pour lequel il a été démontré que la mort des cellules TCD4 pouvait prédire la progression vers un sida, ce qui entraîne donc un affaiblissement du système immunitaire et favorise donc l'apparition de maladies opportunistes telles que des maladies bactériennes, fongiques ou même des réactivations virales. Donc, ayant observé cette lymphopénie chez les patients Covid, nous sommes posé la question si cette lymphopénie n'était pas associée à une apoptose, comme ce qu'il est décrit dans le cas du VIH. Pour rappel, l'apoptose est caractérisée par deux voies principales, la voie extrinsèque et la voie intrinsèque. La voie extrinsèque est dépendante de soluble phase ligand qui se lie à son récepteur de mort, et la voie intrinsèque est due à du stress cellulaire. Ces deux voies culminent à l'activation de protéines appelées caspases, qui ensuite entraînent la mort de la cellule par apoptose. Donc, pour explorer cette piste, ce que nous avons fait dans un premier temps, dans cette même cohorte que je vous ai citée précédemment, c'est d'analyser le taux de soluble phase dans le plasma de ces patients. Et ce que nous avons observé, c'est que chez les patients en réanimation, nous avons un taux élevé de soluble phase. En parallèle, nous pouvons observer aussi que chez ces mêmes patients, l'activation des caspases au sein des CD4 est plus élevée chez les patients en réanimation en comparaison avec les donneurs sains. Cela nous a permis d'obtenir une corrélation claire. Plus nous avons de soluble phase ligand, plus nous avons une activation des caspases au sein des CD4 et plus nous avons une apoptose qui pourrait caractériser donc cette lymphopénie observée chez les patients. Mais alors la question qu'on se pose, c'est quelles sont les conséquences immunologiques de cette perte des cellules TCD4. Avant de répondre à cette question, il est important de rappeler le rôle des CD4 dans la réponse humorale. En effet, les cellules TCD4 sont importantes pour activer les lymphocytes B et permettre la différenciation de ces derniers en plasmocytes producteurs d'anticorps spécifiques de l'antigène, c'est-à-dire d'anticorps neutralisants de haute qualité. Et en parallèle, les cellules TCD4 sont aussi importantes pour diriger la commutation de classe, c'est-à-dire de passer d'un IgM vers un IgG. Donc, quel est l'impact, si les cellules TCD4 disparaissent, quel est l'impact sur la production d'anticorps, sur la réponse humorale? Pour cela, nous avons, sur une cohorte de 62 patients en phase aiguë, composée de 30 patients en réanimation et 32 patients en non-réanimation, nous avons mesuré la réponse IgG dirigée contre la protéine spike virale. Et nous pouvons observer que parmi ces 62 patients, seulement 29% ont une réponse IgG anti-S, seulement 29% sont répondeurs. Quand nous avons mesuré la qualité de ces anticorps, c'est-à-dire la force de liaison anticorps-antigène qui reflète la maturation et donc indirectement l'aide fournie par les cellules TCD4, nous pouvons observer que chez les patients en réanimation, cette qualité est inférieure. Ce qui suggère que probablement les cellules TCD4 sont altérées et impactent donc la réponse humorale. Suite à cela, nous avons mesuré, pareil, le niveau de soluble phase au sein de ces patients-là. Et nous pouvons observer que les non-répondeurs, donc les non-répondeurs sont ceux qui ne présentaient aucune réponse IgG, sont ceux qui présentent un taux de soluble phase plus important.
Ainsi, l'apoptose, l'augmentation de cellules de phase et l'apoptose engendrent moins d'aide aux cellules B et par conséquence altèrent la qualité et la maturation des anticorps et entraînent donc un déficit immunitaire. Ce qui nous amène à une question clé. Quel est le rôle de ce déficit immunitaire précoce sur l'évolution clinique vers un Covid long? À l'heure actuelle, il existe plusieurs hypothèses pour décrire le Covid long. J'en ai présenté que 3 ici, qui sont la persistance virale, qui est probablement due à un échappement immunitaire et donc à une activation chronique du système immunitaire, l'auto-immunité, caractérisée par un dysfonctionnement des interactions et fonctions des cellules T et B, et une réactivation virale par une absence de contrôle par le système immunitaire. Ces 3 scénarios ne sont-ils pas liés à un déficit immunitaire précoce? Pour explorer cette piste, sur une cohorte de 127 patients, composée de 65 patients non Covid long et 62 patients diagnostiqués Covid long, nous avons, dans une première étape, mesuré la réponse interféron. Cette réponse interféron permet indirectement de mesurer la persistance virale. En effet, suite à l'infection des cellules, les cellules peuvent produire de l'interféron bêta, qui est un interféron de type 1, et de l'interféron lambda, qui est un interféron de type 3. Et ce que nous avons observé, dans le cadre de l'interféron bêta, donc le graphe qui est en haut, sont que les patients Covid long sont ceux qui présentent un taux d'interféron bêta plus élevé que les non-Covid longs, ainsi que les donneurs sains qui sont représentés par cette ligne pointillée. Et fait intéressant, c'est que les patients qui ont eu une sévérité, une forme sévère en phase précoce, donc représentés en rouge, sont ceux qui présentent le plus d'interféron bêta. Concernant les interférons de type 3, donc l'interféron lambda, nous observons que ces 2 groupes de patients possèdent des niveaux plus élevés que les donneurs sains, toujours représentés en pointillé, et que la sévérité en phase aiguë semble affecter justement ce taux d'interféron lambda. Donc, comme nous observons ce taux d'interféron lambda dans le sang des patients, dans le plasma des patients à 6 mois post-infection, cela suggère probablement une persistance virale dans les muqueuses. Donc, l'étape suivante a été d'analyser la population lymphocytes TCD8 qui présente à leur surface des marqueurs de résidence mucosale, l'intégrine bêta-7. Et ce que nous avons observé, c'est que chez les patients Covid long, comme chez les patients non Covid long, nous avons une propension à avoir une diminution de cette population dans le sang, en relation aux donneurs sains qui sont représentés en pointillés, et que la sévérité pour les Covid longs en phase précoce, la sévérité de la phase précoce pour les Covid longs semble diminuer un peu plus cette population. D'ailleurs, nous pouvons observer une corrélation dans le graphe d'en dessous, où plus nous avons d'interférons lambda, et plus nous observons une diminution de la population CD8 bêta-7 pour les Covid longs, ce qui suggère et renforce donc l'hypothèse d'une persistance virale au sein des muqueuses. Donc, comme nous observons des niveaux élevés d'interférons de type 3 et comme observons aussi une diminution de cette population CD8 bêta-7 qui caractérise les muqueuses, qu'en est-il de la réponse humorale? Donc, dans une 3e étape, nous avons mesuré la réponse IgA, donc la réponse IgA qui est spécifique des muqueuses. Et d'ailleurs, fait intéressant, c'est que les IgA ont une demi-vie très courte de 6 jours en comparaison avec les IgG qui ont une demi-vie de 21 jours. Et ce que nous avons observé, c'est que chez les patients Covid long, en comparaison aux non-Covid long, nous observons que nous avons une réponse humorale IgA beaucoup plus importante dirigée contre la protéine nucléocapside du virus, représentée en haut, et contre la protéine spike, représentée en bas. Et fait intéressant, c'est que la sévérité de la phase aiguë semble avoir une propension plus élevée de cet anticorps. Donc le fait d'avoir une réponse humorale IgA et de part que ces immunoglobulines ont une demi-vie courte, cela suggère donc une persistance virale au sein des muqueuses. Et la question clé de cette présentation, c'est quel était le statut de ces patients en phase précoce? Et ce que nous pouvons observer, c'est que les patients qui ont été diagnostiqués Covid long en phase précoce étaient ceux qui présentaient le plus de médiateurs inflammatoires comme l'IL-6, mais aussi le plus d'apoptose des cellules T CD4. Ainsi, cette immunodéficience précoce en phase aiguë pourrait prédire l'évolution vers un Covid long.
comme ce qu'il a été décrit dans le cas du VIH, où l'apoptose en phase précoce des lymphocytes TCD4 pouvait prédire la progression vers un sida, ainsi que les complications associées. En conclusion, nous pouvons... l'apoptose en phase précoce engendre donc un déficit immunitaire et qui pourrait rendre compte de la persistance virale au travers de la dissémination et de l'activation chronique, de l'auto-immunité par des dysfonctionnements, des perturbations et des interactions cellules T et B, et la réactivation virale probablement par une absence de contrôle par le système immunitaire. Je vous remercie de votre attention et je remercie tous nos collaborateurs. Merci beaucoup de rester dans le temps. Des questions, s'il vous plaît? Oui, devant là. Merci pour votre présentation, très joli travail. Je me demandais, est-ce que vous avez testé la déplétion des CD4+, c'est ça, chez les patients en réanimation, mais avant la Covid-19, savoir si vous n'aviez pas... Avant la Covid. Et est-ce que la réanimation est connue pour produire ce type de phénotype aussi Alors, ce que nous, on observe, c'est que dans le cas de la réanimation, effectivement, ces patients étaient ceux qui avaient le moins de lymphocytes CD4. Maintenant, pour nous, ce serait dû à cette sévérité, mais je ne pourrais pas plus m'avancer dessus. Donc, très belle présentation, merci. En pratique clinique, on essaye d'avoir des informations sur le taux d'anticorps anti-spike circulant. Alors, c'est un petit peu compliqué, les laboratoires de ville ne les font pas tous. Est-ce qu'il y a eu récemment un changement d'unité qui fait qu'on est un petit peu perdu? Est-ce que vous avez quelque chose à nous conseiller? Est-ce qu'il faut continuer à doser les anti-spike, les totaux ou pas Alors, à l'heure actuelle, surtout que la majorité de la population est vaccinée, le fait de mesurer anti-spike n'est pas forcément le meilleur moyen de diagnostiquer un Covid. Donc, effectivement, on aurait plus tendance à dire qu'il vaut mieux mesurer en fait l'anti-N. Dans le suivi des Covid longs. Alors, ce que nous, on observe, c'est qu'effectivement, les deux sont répondants. On a de l'anti-N et de l'anti-S. Maintenant, l'anti-N est quand même... On a plus de propension à avoir une réponse anti-N que anti-S. Il y avait une question devant. Oui, merci pour votre présentation qui est très logique. Ça rejoint ce qu'on observe en clinique. Les patients Covid longs, quelquefois, assez souvent, ont une sérologie qui est négative ou qui sont positifs qu'après vaccination, et que c'est souvent des patients qui ont eu un Covid très symptomatique. Mais ma question, c'était, est-ce que cette apoptose que vous observez, elle n'est pas génétiquement déterminée? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avant, vous voyez, qui fait qu'ils ont ce statut? Par exemple, chez les patients VIH, ceux qui sont contrôleurs à long terme, c'est génétiquement déterminé. Et donc... Alors, pour vous répondre à cette question, est-ce que c'est génétiquement déterminé? Je ne pourrais pas vous répondre parce qu'on n'a pas fait d'études génétiques dessus. Par contre, ce qui est vrai, c'est que cette population CD4 qu'on a observée n'était pas au préalable activée. Elles avaient même plutôt un phénotype d'épuisement cellulaire. Ouais, Jérôme. Non, juste un commentaire pour Dominique concernant l'apoptose et lymphocytes CD4. Ça fait 30 ans qu'on fait ça dans le laboratoire. La question génétique, en fait, il y a un récent travail qui propose en fait une molécule qui s'appelle une molécule d'inflammasome, qui peut faire le lien entre apoptose caspase, qui est en fait ce qu'on appelle CARD8 dans le jargon, et NLRP1 qui forme un inflammasome. Il semblerait qu'un déficit de CARD8 serait plutôt associé à un défaut d'apoptose. Ça, c'est ce qui a été proposé récemment dans un article dans Cell. Toutefois, ça mérite d'être confirmé. Je ne suis pas tout à fait convaincu par ce travail. Mais néanmoins, lorsqu'on prend la population humaine, effectivement, on a cette fameuse population d'élite contrôleurs que l'on connaît dans le VIH, qui spontanément contrôle et chez qui, effectivement, on observe une moindre apoptose. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est génétique ? Est-ce que c'est virus dépendant ? Est-ce que c'est l'étape de primo-infection qui fait que tout ça reste encore à démontrer? Mais effectivement, dans le Covid, on n'en est pas encore à ce stade-là. Il va falloir demander plus de sous à la NRS pour aller faire des études de génétique ou de GWAS pour pouvoir savoir s'il y a effectivement un lien avec le polymorphisme et la génétique que tout le monde se pose aujourd'hui en plus du phénotype immunologique ou neurologique. Merci.
Alors, il y a une question en ligne. En fait, justement, quid des patients avec un déficit immunitaire commun variable? Est-ce qu'ils sont prédisposés à un Covid long? Des patients. Un déficit immunitaire commun variable. Alors potentiellement oui, mais par contre on ne s'est pas axé sur ces patients-là. Ok. Mais oui. Ok. Bonjour, merci pour la présentation fort intéressante. J'avais une question sur les IgA. C'est un petit peu paradoxal parce que souvent les IgA sont vus comme un marqueur d'une bonne qualité de la réponse anticorps. Or, vous nous avez montré au début qu'on avait des signes plutôt chez les patients qui font un Covid sévère d'une mauvaise qualité de la réponse anticorps avec une plus faible avidité, ce qui était intéressant. Donc, de trouver des IgA fortes dans le Covid long, c'est assez surprenant. Donc, quelle est votre interprétation ? Mon interprétation, ce serait notamment au niveau des muqueuses, s'il y a potentiellement cette persistance virale, qu'il y ait une réponse anticorps plus importante et que du coup, on ait de l'IgA sécrétoire qui se retrouve dans le plasma.